Bonjour à tous et bienvenue au journal. Les titres du 13h. Sommet africain sur l'énergie, mission 300. La vice-présidente de la République prend part aux travaux en Tanzanie. Des travaux qui vont permettre aux participants de réfléchir sur les stratégies pour accélérer l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Présentation de copies figurées de lettres de créance au ministère des Affaires étrangères. Le nouveau nonce apostolique accrédité au Bénin a sacrifié à la tradition. Les détails dans ce 13h. On va aussi s'intéresser à cette séance d'échange entre le porte-parole du gouvernement et les jeunes de la commune de Dogbo. Des échanges qui ont porté sur l'utilisation des réseaux sociaux. Des sujets d'actualité ont aussi été abordés à l'occasion. Le 27 janvier dernier s'est ouvert en Tanzanie le sommet africain sur l'énergie, mission 300. 2 jours de réflexion pour accélérer l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. La vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata Zime Yerima, y représente le chef de l'État, Jérôme Hongbo. Ce lundi 27 janvier 2025, à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata Zime Yerima, représentant le chef de l'État Patrice Talon, au sommet sur l'énergie, a été accueillie sur le tarmac. Elle passe en revue les troupes d'honneur avant de faire une brève halte au salon d'honneur. Mariam Tchabi Talata Zime Yerima rejoindra par la suite son hôtel. Le sommet sur l'énergie à Dar es Salaam a pour objectif de renforcer la coopération en matière d'accès à une énergie durable et de promouvoir des initiatives innovantes pour relever les défis énergétiques en Afrique. Retour au Bénin pour nous intéresser à cette cérémonie de présentation de vœux à l'Institut national de la femme. Occasion pour la présidente de l'institution de reconnaître les mérites de ses collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour défendre la cause de la femme, mais aussi pour rencontrer les nouvelles recrues. Ghislaine Adimi, Bernol Djogbe et Gloria Oni. Ils sont une quinzaine d'agents à intégrer depuis peu le personnel de l'Institut national de la femme. Huguette Bokpeyankadia, la présidente de l'INF, profite de cette rencontre d'échange de vœux pour entrer officiellement en contact avec ces nouvelles recrues. J'ai voulu avant le 31 décembre faire connaissance avec vous, bien regarder vos visages pour que si je vous croise, je puisse à la fois vous reconnaître mais essayer aussi de mettre un nom sur les visages. C'est aussi l'occasion de présenter davantage l'Institut à travers ses objectifs, sa mission et le bilan de ses activités en 2024. De quoi permettre aux nouveaux venus de mieux appréhender le quotidien de la structure et entrevoir les perspectives. Vous êtes arrivé nouvellement dans cette structure, c'est la nouvelle année. C'était important que je vous souhaite une belle année. Je pense que nous sommes des apporteurs de solutions. C'est notre métier. Nous vous souhaitons dans un premier temps la santé, une santé de fer, parce que de par votre parcours, nous avons véritablement besoin de vos expériences. Quelle que soit la situation, n'hésitez pas à nous réprimander s'il le faut. De cette séance, chaque collaborateur de l'INF ressort avec une phrase d'exhortation de la présidente inscrite sur un coupon en papier. Et puis, je vous le disais dans les titres, un nouvel émissaire du Saint-Siège est à Cotonou, Monseigneur Ruben Dario Ruz Menardi, est le nouveau nonce apostolique accrédité au Bénin. Il est allé présenter ses copies figurées des lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Le point de la cérémonie officielle avec Marcel Rossi. Ce premier contact marque le début d'une mission qui s'annonce riche en perspective pour les relations bilatérales entre le Bénin et le Vatican.
Monseigneur Ruiz Menardi, qui salue au passage l'hospitalité légendaire du peuple béninois, souligne aussi l'importance du rôle de l'Église catholique dans la consolidation du vivre ensemble et la construction d'une société plus équitable. Dans une atmosphère empreinte de cordialité, le diplomate a exprimé sa volonté de renforcer les relations historiques entre le Bénin et le Saint-Siège, notamment dans les domaines du dialogue interreligieux, du développement social et de la promotion de la paix. Archevêque d'origine argentine, Monseigneur Ruiz Menardi est un diplomate chevronné du Saint-Siège. Il a servi dans plusieurs représentations apostoliques à travers le monde. Et pendant ce temps, l'église orthodoxe d'Antioche du Bénin a un nouvel évêque. L'ordination épiscopale a eu lieu le même jour que le rétablissement à titre posthume du précurseur de l'église orthodoxe du Bénin, Ola Rodrigue Babagueto, Jules Akoikou. Son apparence est désormais changée. Il a dorénavant une couronne à la tête, des colliers au cou et un sceptre à la main. De simples vêtements à première vue, mais la portée est bien lourde. Vous voyez sa couronne? Quand vous l'attaquez là, vous ne réussirez pas. C'est le plus fort de l'évêque, le chapeau qu'il a porté. Vous voyez ça? C'est la tête de deux serpents qui se regardent. C'est tout un symbole. Quand l'évêque le tient, il est dans ses attributs. Toute la dualité est rassemblée dans sa main quand il tient ça. Or, ici, là, tout est duel. S'il tient tout ce qui est duel, ça veut dire qu'il tient le monde. Il tient le monde en main. Le collier, il a la croix du Christ et l'aigle bicéphale. C'est l'invisible et le visible. Il a le pouvoir sur l'invisible et le visible. Autant d'armes dont Monseigneur Éric Dewedi est revêtu et qui font de lui un évêque de l'église orthodoxe d'Antioche au Bénin. Paître le troupeau du Christ est le rôle de l'évêque et le nouveau prélat ne veut pas le manquer. Je pense que c'est avec cette vision, c'est dans le cœur d'être le serviteur de tous que j'entends donc exercer ce ministère. Et je pense qu'avec les prières des autres évêques et la bienveillance du peuple, nous allons pouvoir marcher ensemble et annoncer l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas une guerre de religion. L'évangile, c'est une tradition ininterrompue. Être à la suite du Christ au Bénin, ce n'est pas facile. Son credo, c'est l'évangile, résolument l'évangile. Avec ce credo, Monseigneur Éric Dewedi va sans doute apporter sa touche à la croissance de la communauté orthodoxe d'Antioche au Bénin. La paroisse Saint-Ignace d'Akpakpa a abrité son ordination le même jour que le rétablissement à titre posthume du précurseur de l'église orthodoxe au Bénin, l'archevêque Prima Octa Béanzin. Dans le reste de l'actualité, les réseaux sociaux, un espace de liberté ou une source de manipulation de la jeunesse. Les jeunes de la commune de Dogbo sont désormais mieux informés. Ils ont échangé avec le porte-parole du gouvernement sur la thématique, occasion pour les forces vives de la municipalité d'aborder certains sujets d'actualité. Evariste Zomaou, Samirat Chabimane. Le thème principal de la rencontre du porte-parole du gouvernement avec les jeunes tous bords confondus de la commune de Dogbo est les réseaux sociaux, un espace de liberté ou une source de manipulation de la jeunesse. Déjà, ne partagez pas parce que vous avez vu sur les réseaux. Vous partagez si vous êtes convaincu, si vous avez vérifié. Il y a ce qu'on appelle les sources d'information, les sources officielles. Si vous partagez, c'est que vous êtes responsable de ce que vous partagez. Plusieurs autres sujets d'actualité sont abordés lors des échanges. L'attaque meurtrière au point triple dans le nord du Bénin et le reversement des aspirants au métier d'enseignant en font partie. Le point triple, c'est le point où le Niger, le Burkina et le Bénin ont une frontière commune. S'il y avait de la présence des deux autres côtés, ce qui s'est passé le 8 ne serait pas arrivé. Bon, nous, ça nous commande d'être encore plus vigilants. Il y a une certitude, c'est un combat que nous allons remporter. L'instrumentalisation de cette douleur que vous vouliez faire, est-ce que ça va nous ramener nos enfants qui sont morts le 8 janvier? Vous allez montrer aux criminels qu'on continue de pleurnicher. Et ils se disent, ah ça leur fait mal, hein? On reviendra encore, on va guetter. Donc laissez chacun dans son couloir faire ce qui est de son devoir. Le gouvernement fait son travail. Les AME, dans le budget 2025 qui a été voté, la mesure
est prévu. Ce qui n'est pas dedans, c'est le revêtement de tous à la fois. Ils sont 30 et quelques mille, primaires et secondaires confondus. C'est plus de 100 milliards de francs CFA. Sur la question d'un troisième mandat pour le chef de l'État, le porte-parole du gouvernement est clair, la constitution béninoise est toujours en vigueur. C'est dans combien de mois, octobre? 9 mois. 9 mois. Quand ils vont déposer les dossiers à la Sénat, vous n'allez pas voir ça, non? Mais faire en sorte que l'esprit, la philosophie qui porte ce qu'il fait se prolonge dans le temps. Pour notre bien à tous, pour le bien de nos enfants, pour le bien de ceux qui viennent après nous, afin que nous ayons un Bénin de plus en plus résilient. Parce qu'il dit, si je ne suis pas capable de partir et de voir réussir mes successeurs, c'est que j'aurais échoué. La séance d'échange se referme sur une exhortation, celle d'œuvrer chacun à son niveau pour le développement du Bénin dans la paix et la cohésion sociale. Je vous propose à présent de suivre quelques impressions de participants au micro de Evariste Zomaou et Samirat Chabimane. Il y a beaucoup d'intoxications qui circulent sur les réseaux sociaux à tout moment. Il y a de désinformation et même entre nous jeunes, lui pour vous par exemple, nous ne connaissons pas les sanctions. Raison pour laquelle j'ai dit il faut quelqu'un qui puisse nous outiller et aborder aussi quelques questions d'actualité. Il faut dire que je suis très satisfait parce que le porte-parole, le connaissant, il a été à la hauteur de tout. Il a répondu à toutes les questions possibles. Il y a tous les bords qui sont invités, les bords politiques, LD, Mouel Bénin. C'est la jeunesse en fait. Quand il s'agit de la jeunesse, nous sommes entre frères. Moi, je suis très contente d'avoir le porte-parole du gouvernement dans mon milieu. C'est pour la première fois. Par exemple, la question des AMU. Nos frères AMU, d'autres ont soulevé d'autres problèmes. Concernant les bonnes dames qui vendent au marché, il a tout expliqué. Ce gouvernement, moi, je ne peux pas l'oublier. Particulièrement quand moi j'ai fait un tour à GDIZ. Est-ce que c'est le Bénin? Ça a changé notre pays. Est-ce que d'autres personnes peuvent faire comme lui? Les impressions sont très bonnes par rapport à cette démarche qui permet à l'autorité de descendre pour rencontrer surtout les jeunes en quête de savoir sur une thématique qui est d'actualité parce que nous sommes tous accrochés aux réseaux sociaux. Et il y a des abus qui se font. Nous sommes dans un pays de droit. Il va falloir que chacun connaisse un peu son couloir pour éviter des soucis. Ce qui était très important aussi, c'est la démarche participative de cette séance. Les jeunes ont profité pour poser d'autres préoccupations qui sont allées au-delà du thème, surtout à l'approche d'une fin de mandat qui s'annonce où il y a toujours des malcompréhensions dans la tête des gens. On parle des zones humides dans notre dossier environnement de ce mercredi. Elles sont caractérisées par la présence d'eau, qu'elle soit en surface ou dans le sol de façon permanente ou temporaire. Ce sont des zones de transition entre terre et eau. Les zones humides rendent de multiples services mais restent menacées par l'activité humaine. Amandine Agnambosso. Elle couvre environ 6% de la surface de la Terre. 40% des espèces végétales et animales y vivent ou s'y reproduisent. Les zones humides, encore appelées les reins de la Terre, à cause de leur fonction épuratrice de la nature, sont souvent méconnues. Et ce, malgré leur rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets de plus en plus dévastateurs. Ça consomme le CO2, diminue donc le CO2 et partant, joue un système en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Au même moment où ça produit l'oxygène, les gens qui sont là se trouvent à l'aise, en plein air, respirent mieux et se sentent bien ici. Les zones humides jouent un rôle de régulation, d'éponge. Parce que quand il y a inondation, quand il y a forte pluie, c'est ces zones humides qui stockent d'abord temporairement ces eaux qui débordent, qui les gardent pendant un temps, avant de les laisser partir. Vous avez la végétation qui se développe à partir de cette eau qui est disponible. Donc vous avez une diversité d'écosystèmes et d'organismes vivants, animaux qui vivent dans ces milieux-là. L'homme va trouver également dans les zones humides
Les protéines animales, ça peut être le poisson, les crustacés et ainsi de suite. Vous avez également, disons, une fonction importante des zones humides qui est la prévention des catastrophes. Les zones humides vont également servir de filtre. Gérer les zones humides est un enjeu mondial. Dans la plupart des régions, elles subissent un déclin continu dans les superficies et leur qualité. Tant que nous faisons des ponts, nous faisons des barrages hydroélectriques, nous faisons des activités qui touchent des plans d'eau, c'est que nous perturbons, que l'on veuille ou non, de façon temporaire ou de façon irréversible, nous touchons les fonctions, toutes les fonctions que je viens d'énumérer. Les zones humides sont menacées par les pollutions de diverses sources. Les zones humides également sont menacées par les infrastructures humaines. Donc il y a de plus en plus de personnes ou d'établissements de loisirs qui s'installent dans les zones humides. Et une autre forme de menace, c'est le comblement des zones humides. C'est d'ailleurs ça qui a amené la mise en place de la Convention sur les zones humides, la Convention Ramsar, parce que la zone humide, c'est le milieu par excellence de la vie. La Convention de Ramsar engage ses membres à diverses actions envers la protection des milieux humides. Aujourd'hui, les zones humides menacées font l'objet d'une attention particulière et chaque effort compte. Si les zones humides sont bien gérées, bien aménagées et que la vie ou les différents services écosystèmes qui y sont bien maintenus et entretenus, ce n'est que l'homme, l'être humain qui va en profiter, d'autant plus qu'il pourra bénéficier de la diversité de ces services-là qu'il peut tirer de ces zones humides. Le cercle vicieux de perte des zones humides, de menaces sur les revenus et de creusement de la pauvreté est la conséquence d'une perception erronée des zones humides comme friches plutôt que comme source fertile d'emplois, de revenus et de services écosystémiques essentiels. Un défi majeur consiste à changer les mentalités afin d'encourager les États et les communautés à valoriser et à mettre en avant les zones humides. Retour sur la journée mondiale de protection des données à caractère personnel. C'était hier à l'occasion, l'association PEPCO Bethesda a initié une formation. Elle a sensibilisé aux risques liés à toute forme d'imprudence numérique. Jérôme Rongwa. C'est une confusion des frontières. Une sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel. Le personnel de l'association PEPCO Bethesda l'accueille avec grand intérêt. En tant que institution de microfinance, nous traitons quotidiennement un volume très important de données sensibles relatives à nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs. Ces informations, qui constituent le socle de notre activité, doivent être protégées avec rigueur et responsabilité. Selon le formateur, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel requièrent l'abandon de certaines habitudes comme l'expansion de sa vie privée sur Facebook, WhatsApp ou autres réseaux sociaux, le transfert de documents sensibles ou de cartes biométriques par les réseaux sociaux, l'autorisation à une tierce personne d'accéder à son smartphone ou à ses outils de travail. On a recommandé déjà de sécuriser les comptes de réseaux sociaux. D'accord, de ne pas faire en sorte que les réseaux sociaux soient toujours ouverts et, comme on appelle, accessibles à tous ceux qui peuvent avoir accès à notre terminal. On a recommandé de séparer, pour les professionnels, de séparer les usages professionnels des usages personnels. D'essayer également de limiter, d'accord, on va dire, les informations qu'on peut partager qui sont liées à notre profession sur les réseaux. La présente formation est le fruit d'un partenariat prometteur. En cette journée de protection des données, nous devons saisir l'opportunité qui nous est offerte à travers cette formation. Je nous invite à tirer pleinement profit de cette journée afin de repartir avec des compétences accrues et des solutions concrètes pour garantir notre conformité et mieux renforcer la confiance de nos clients. Un message bien reçu par les participants qui ont saisi l'occasion pour explorer davantage les risques liés à une mauvaise protection de leurs propres données personnelles et celles des usagers de l'institution. Témoignage de victimes à l'appui, l'assistance a pris la résolution de renforcer dorénavant la sécurité et la confidentialité des données
à caractère personnel. Les Vodou Days sont passés, mais à Tiakpekodji, on est toujours dans la ferveur. Le Vaudou-Tron était à l'honneur. C'est un rendez-vous annuel pour ses fidèles organisé depuis plusieurs années. La fête Tronroué, sous l'égide de Runongan Hosu Defodi Tcheji 2, a mobilisé du monde. Blaise Atampo. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé à Tiakpekodji, c'est la célébration du Tronroué. Depuis 1939, Vaudou-Tron est invoqué à travers des prières et des offrandes pour que règne la paix. La veille du culte, nous donnons en sacrifice au Vaudou-Tron un mouton et un bœuf. À travers ce sacrifice, nous demandons qu'il apporte la paix dans le monde. Disciples et dignitaires, autour de leur guide spirituel Runongan Hosu Defodi Tcheji 2, ont pendant 5 jours de pèlerinage renforcé leur foi en Vaudou-Tron. Le message véhiculé est une invitation à l'unité. Vaudou-Tron dit aussi par exemple que qui sème le vent récolte la tempête. Je demande à tout un chacun d'être un artisan de la paix. Soyons humbles, ayons des comportements décents. Tronroué est bien plus qu'un rendez-vous spirituel. C'est un moment de reconnaissance d'un pan de la culture béninoise. Vous marchez fièrement, vous portez vos attributs de vaudou assez fièrement, vous les exposez et cela fait votre fierté. C'est ce que je suis venu vous dire ici. N'arrêtez jamais ce que vous avez commencé. Améliorez ce que vous avez commencé à faire. Et tous ceux qui sont du Vaudou-Tron et qui aspirent à faire du Vaudou-Tron un esprit universel, une religion universellement partagée, je souhaite que vous puissiez vous mettre davantage ensemble. Tronroué 2025 a connu une forte mobilisation. L'une des innovations cette année est la sortie des gougous. Et pendant ce temps, l'association des guérisseurs prêtres endogènes et les Gouvis d'Awinon du Bénin a un nouveau bureau. Il est désormais dirigé par le thérapeute chercheur Da Adik Pankonglele. Le tout nouveau bureau a été installé au cours du 2e congrès ordinaire de l'association à Agbanizon. Pierrette Adayossi. Da Adik Pankonglele préside désormais le bureau exécutif de l'Association des guérisseurs prêtres endogènes et les Gouvis d'Awinon du Bénin. Il est élu président après lecture, amendement et adoption des statuts juridiques régissant le creuset. Mon ambition, ma vocation pour ces 5 ans, c'est de tout faire pour qu'on trouve nos produits de la médecine traditionnelle dans nos pharmacies parce que nous avons des produits que les moléculatifs sont connus. Nous n'avons pas des produits toxiques. Nous n'avons pas des produits qui font du mal à la population. Donc c'est des produits que nous avons déjà étudiés, les moléculatifs. Et notre cause commune, c'est de sauver le peuple béninois et d'Afrique à travers nos plantes, les écorces, les racines. Ceci faisant, nous espérons mieux affronter dorénavant les obstacles que le bureau sortant a connus. Nous devons de redoubler d'efforts contre les vils individus qui s'infiltrent dans le rang des vrais pratiquants de la médecine traditionnelle afin de jeter des discrédits sur la corporation. On prie pour eux pour que leur travail soit bien géré, pour que l'évolution aille pour l'association. Au nombre de 7, les nouveaux membres du bureau exécutif s'engagent à fédérer leurs efforts avec l'appui du bureau de sages et du comité de contrôle pour le rayonnement de leur corporation sur les 5 prochaines années.
Du sport à présent, suite au tirage au sort de la CAN 2025, le Bénin se retrouve dans le groupe D aux côtés du Sénégal, de la RDC et du Botswana. Que pensent les fans de foot de ce groupe? On les suit au micro de Gloria Oni et Jules Akwego. Un peu prometteur. Ce jeu, on sent qu'on peut déposer de la base arrière jusqu'à l'avant maintenant. Je pense que le Bénin a ses chances de qualification étant dans la poule du Sénégal, de la RDC et du Botswana. Le plus difficile, l'équipe à craindre, c'était la RDC qui était dans le chapeau 2 avec certaines équipes qui sont aussi fortes. Donc si nous tirons la RDC, c'est que c'est du 50-50 à mon humble avis, et c'est le match piège qu'il faudra bien négocier pour pouvoir se hisser en huitième de finale, parce qu'on sait qu'on n'est pas favori, parce qu'au Sénégal n'aura rien à perdre, et le Botswana, je pense que si on met un peu d'effort, on peut y passer. Au vu de ce qu'on a vu lors des éliminatoires, le Bénin a franchi plusieurs obstacles, donc je pense que ça va passer. Le plus important, c'est de bien négocier l'entrée en compétition face à la RDC. Si nous arrivons à quand même prendre un nul contre la RDC et arracher les 3 points de la victoire face à le Botswana, je pense qu'on garde dans nos mains nos chances de qualification. Le pire à commettre, c'est de perdre contre la RDC dès le début. Sinon, à part ça, si on arrive quand même à faire un nul contre la RDC et gagner le Botswana, lors du 3e match, nous allons gérer et garder nos chances de qualification. Actuellement, là où je suis entraîneur, je sais de quoi je parle. On a des joueurs qui peuvent bien faire l'affaire. Et si on laisse la main libre à l'entraîneur de faire sa sélection, on peut s'en sortir. Pour dire vrai, ça va dépendre de ce que le coach va mettre en place. D'abord, si je prends les 3 qui sont dans notre poule là, le Sénégal par exemple a un jeu fluide. Là, on ne doit pas faire bloc bas contre cette équipe-là. On doit chercher aussi la verticalité. Là, il faut des joueurs comme Sedior Soukou pour pouvoir faire des passes. Laser par exemple, pour atteindre l'autre défense plus. Mais quand je prends par exemple la RDC là, je suis sûr qu'ils ont le même jeu comme nous, quoi. Là, ce qui va plus primer, c'est la condition physique. Parce qu'eux-mêmes, ils sont rigoureux comme ça, comme chez nous. Nous, on a par exemple en milieu de terrain, là, c'est d'Almeida qui peut faire boss là. Donc là, on aurait besoin plus de la condition physique pour passer. Que la chance soit de notre côté au Maroc en décembre. Hors du Bénin, en République démocratique du Congo, combien de temps va durer la reprise du combat entre les forces régulières et les forces du M23, soutenues par des soldats venus du Rwanda voisin? On observe sur le terrain des mouvements de déplacés et déjà Médecins sans frontières donnent l'alerte par rapport aux conséquences. Arnaud Adadja. Des tirs résonnent encore mardi dans certains quartiers de Goma, grande ville de l'Est de la RDC, livrée au combat entre forces armées congolaises et combattants du M23 appuyés par des Rwandais, tandis qu'à Kinshasa, les ambassades de France, de Belgique et celles du Rwanda sont attaquées par des manifestants en colère. Des Congolais fuyant des combats dans l'Est arrivent à la frontière rwandaise. Pour l'heure, difficile de dire les parties de Goma aux mains du M23. Médecins sans frontières MSF qualifie la situation de désastreuse. Sur le terrain, l'armée sud-africaine annonce 4 soldats supplémentaires tués, portant à 17 les membres de la Force régionale d'Afrique australe, SAMI RDC, et de la mission onusienne MONUSCO, morts ces derniers jours. Pendant ce temps, les contacts diplomatiques se multiplient dans la région pour un retour au calme. En France, les ministres chargés du budget poursuivent jusqu'au dernier moment leurs échanges avec les groupes politiques du Parlement avant la réunion de la commission mixte paritaire prévue pour étudier le texte issu du Sénat. Les ministres de l'économie Éric Lombard et des comptes publics Amélie de Montchalin enchaînent les rendez-vous avec les députés et sénateurs du socle commun EPR-LR Horizon Modem. Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, LFI, de son côté, met en garde le Parti socialiste contre une possible validation du budget proposé par le ministre français François Bayrou. La problématique, c'est que le budget qui sort du Sénat est beaucoup plus austéritaire encore que ne l'était le budget Barnier, avec des chiffres qu'il ne conteste pas d'ailleurs. La concession attribuée au Parti socialiste sera
équilibré par autant de pertes pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça montre bien, j'allais dire, un petit peu l'entourloupe qui est derrière tout ça et qui est un peu l'arbre qui cacherait une forêt austéritaire. Je ne sais pas si ça suffira au Parti socialiste, mais je doute que le groupe socialiste, dans son ensemble, se fasse prendre à ce genre d'entourloupe. Deux militants écologistes du groupe Chostopoil sont arrêtés mardi pour avoir perturbé la représentation d'une pièce de Shakespeare avec l'actrice américaine Sigourney Weaver la veille à Londres afin de dénoncer l'inaction politique face au réchauffement climatique. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.